Il y a des moments dans l'histoire où les événements semblent dépasser la simple logique humaine. Des moments où l'on se retrouve à regarder le monde et à se demander si ce qui se passe devant nos yeux n'aurait pas déjà été écrit, il y a des siècles, par quelqu'un qui n'aurait jamais dû pouvoir le savoir. C'est précisément ce que des millions de personnes ressentent aujourd'hui lorsqu'elles lisent Les Quatrains de Michel de Nostredame, connu du monde entier sous le nom de Nostradamus. Né en 1503 dans le sud de la France, ce médecin, astrologue et prophète a laissé derrière lui un recueil de plus de 900 quatrains, publiés à partir de 1555 sous le titre « Les prophéties ». Ces textes énigmatiques, écrits dans un français archaïque mêlé de latin, de grec et de symboles astrologiques, ont traversé 5 siècles sans perdre leur pouvoir de fascination. Et aujourd'hui, en 2026, une partie de ces textes ressurgit avec une force particulière, car ce que Nostradamus semble avoir décrit coïncide de manière troublante avec ce que le monde est en train de vivre. Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous poser une question. Quelle prophétie de Nostradamus vous a le plus marqué? Partagez votre réponse dans les commentaires. Votre réflexion est précieuse et enrichit cet espace de discussion et d'exploration historique. Et maintenant, restons ensemble jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous regardez les événements actuels. Parmi tous les symboles utilisés par Nostradamus dans ses écrits, il en est un qui revient avec une récurrence frappante, celui du lion. Dans la symbolique médiévale et dans la tradition astrologique que Nostradamus maîtrisait parfaitement, le lion est une figure de pouvoir royal, de force brute, de domination et de retour triomphal. Ce n'est pas un symbole ordinaire. C'est l'emblème des rois, le signe de ceux qui gouvernent avec une autorité que les autres ne contestent pas impunément. Et c'est précisément ce symbole que plusieurs chercheurs et interprètes des textes de Nostradamus ont associé avec une précision qui donne à réfléchir à la figure de Donald Trump et à son retour au pouvoir en 2025. Pour comprendre pourquoi cette association est prise au sérieux par de nombreux analystes, il faut d'abord revenir sur la manière dont Nostradamus écrivait. Il ne nommait jamais directement les personnes dont il parlait. Il utilisait des métaphores, des images astrologiques et des références culturelles de son époque pour décrire des réalités futures. C'est pourquoi l'interprétation de ces quatrains a toujours été un exercice délicat. Mais c'est aussi pourquoi certaines coïncidences semblent si difficiles à balayer d'un revers de main. L'un des quatrains les plus discutés dans ce contexte se trouve dans le 6e livre des prophéties. Nostradamus y décrit un grand personnage venant de l'Ouest, associé à la couleur dorée et à une chevelure particulière, qui s'empare du pouvoir après une période de grande confusion et de division dans son pays. Il décrit cet homme comme bruyant, contesté, mais finalement victorieux. Il évoque une figure qui divise profondément ceux qui l'entourent, mais qui finit par s'imposer avec une force que ses adversaires n'avaient pas prévue. Les partisans de cette interprétation soulignent que la description correspond avec une précision troublante au profil public de Donald Trump. La chevelure dorée devenue un symbole reconnu dans le monde entier, la personnalité clivante, la défaite apparente, suivie d'un retour spectaculaire au pouvoir. Mais ce qui rend cette lecture encore plus intéressante, c'est le contexte dans lequel Nostradamus place ce retour. Il ne le décrit pas comme un événement isolé. Il le situe dans une période de turbulence globale, une période où les alliances entre nations sont remises en question, où de grandes puissances entrent en conflit, où l'ordre mondial établi depuis plusieurs décennies commence à se fissurer. Et il suffit de regarder les titres des journaux depuis 2024 pour constater que ce tableau correspond assez précisément à la réalité que nous traversons. La guerre en Europe de l'Est, les tensions croissantes en mer de Chine, la fragmentation des institutions internationales, le retour des nationalismes dans des pays qui semblaient avoir définitivement tourné la page, tout cela s'inscrit dans ce que Nostradamus appelait, dans plusieurs de ses quatrains, une période de grand remuement avant une recomposition des équilibres du monde. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il évoque le retour du lion. Il est important d'être honnête à ce stade. L'interprétation des textes de Nostradamus n'est pas une science exacte. Plusieurs des coïncidences qui semblent frappantes peuvent être le résultat d'une lecture sélective, d'une projection de nos propres préoccupations sur des textes volontairement ambigus. Nostradamus lui-même cultivait cette ambiguïté. Il écrivait dans une langue difficile, avec des images polysémiques,
précisément pour que ces textes puissent traverser les époques sans être figés dans une seule interprétation. C'est là l'une des raisons pour lesquelles ces prophéties ont survécu 5 siècles et continuent d'alimenter des débats passionnés. Mais là où la discussion devient réellement captivante, c'est lorsqu'on examine non pas un seul quatrain, mais une série de textes qui semblent former une séquence cohérente. Parce que Nostradamus ne décrit pas seulement le retour d'un homme fort en Occident. Il décrit également les conséquences de ce retour sur la scène mondiale, et c'est là que les parallèles avec l'actualité de 2025 et 2026 deviennent impossibles à ignorer. Dans plusieurs quatrains consécutifs, Nostradamus évoque un profond réalignement des puissances mondiales. Il parle d'un affrontement entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest, d'une période où les frontières sont redessinées non plus seulement sur le terrain, mais aussi dans les esprits. Il évoque des traités brisés, des alliances inattendues, des nations qui changent de camp au moment où personne ne l'anticipait. Là encore, pour quiconque suit l'actualité géopolitique avec attention, ces descriptions ne semblent pas appartenir à un passé lointain. Elles semblent décrire notre présent immédiat. L'un des aspects les plus fascinants de la figure du lion dans les écrits de Nostradamus est la dimension de résurrection qu'il lui associe. Le lion ne revient pas dans un contexte de paix et de consensus. Il revient après avoir été vaincu, après avoir été déclaré mort politiquement, après que ses ennemis ont célébré sa chute. Et c'est précisément cette résurrection qui, selon Nostradamus, déclenche une série d'événements d'une ampleur que personne n'avait anticipée. Le retour du lion n'est pas une simple alternance politique ordinaire. C'est le signal que quelque chose de plus grand est en train de se mettre en place. Pour les interprètes qui associent cette figure à Donald Trump, la séquence des événements de 2020 à 2024 constitue le cœur de la démonstration. La défaite électorale de 2020, les procès, les tentatives d'exclusion juridique de la scène politique, la condamnation pénale, et malgré tout cela, le retour au pouvoir en janvier 2025 avec une victoire électorale sans ambiguïté. Cette trajectoire ressemble précisément à ce que Nostradamus décrivait comme la caractéristique centrale du lion. Sa force ne se manifeste pas malgré les épreuves, elle se manifeste à travers elles. Chaque tentative de l'abattre définitivement semble avoir renforcé sa position. Mais la prophétie ne s'arrête pas au retour du lion. Elle continue, et c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Parce que Nostradamus décrit ce qui suit ce retour comme une période d'une intensité exceptionnelle pour le monde entier. Il évoque des transformations économiques profondes, une remise en question des monnaies et des systèmes d'échange, des tensions qui atteignent des sommets dans plusieurs régions du monde simultanément. Il parle d'une période où l'humanité se trouve à un carrefour décisif, où les choix faits par les grands protagonistes de l'époque auront des conséquences qui se feront sentir pendant plusieurs générations. Ce cadre général correspond de manière troublante à ce que les économistes, les stratèges et les analystes géopolitiques décrivent eux-mêmes lorsqu'ils parlent de la période que nous traversons. Le monde de 2026 n'est plus le monde de 2010. Les certitudes qui semblaient immuables il y a 15 ans se sont effritées. L'ordre international fondé sur les institutions multilatérales, sur la prédominance du dollar, sur la stabilité relative des grandes alliances, tout cela est aujourd'hui profondément contesté. Et ce n'est pas Nostradamus qui le dit, ce sont les experts et les dirigeants eux-mêmes. Ce qui est remarquable dans l'approche de Nostradamus, c'est qu'il ne présente jamais ces bouleversements comme une catastrophe pure et simple. Il les décrit comme des convulsions nécessaires, des douleurs d'enfantement précédant une recomposition. Il ne promet pas la destruction du monde, il annonce la fin d'un monde et le commencement d'un autre. Et dans cette transition, la figure du lion joue un rôle central, pas nécessairement celui d'un sauveur au sens traditionnel du terme, mais celui d'un catalyseur, d'un révélateur, quelqu'un dont la présence force les contradictions à se manifester, oblige les tensions cachées à éclater au grand jour et précipite des décisions que les autres dirigeants évitèrent de prendre. C'est à ce niveau que la lecture des prophéties de Nostradamus cesse d'être un simple exercice de curiosité intellectuelle pour devenir quelque chose de plus substantiel. Parce qu'en décrivant la fonction historique du lion, plutôt que simplement ses caractéristiques personnelles, Nostradamus touche à quelque chose de plus profond que la politique ordinaire. Il touche à la question du sens de l'histoire, à la question de savoir si les grandes transformations collectives sont dues au hasard ou si elles obéissent à une logique que certains esprits d'exception
ont pu entrevoir à l'avance. Il y a dans les écrits de Nostradamus une tension permanente entre deux visions du monde. D'un côté, une vision cyclique où l'histoire se répète, où les mêmes types de crises produisent les mêmes types de réponses, où les mêmes figures archétypales reviennent sous des formes nouvelles à chaque génération. De l'autre côté, une vision linéaire où l'histoire avance vers un point de résolution finale, où les crises ne sont pas seulement des répétitions du passé, mais des étapes d'une progression vers quelque chose d'inédit. Et dans ces descriptions du lion et de son retour, ces deux visions semblent se superposer de façon saisissante. Ce que les interprètes les plus sérieux de Nostradamus soulignent, c'est que la valeur de ces prophéties ne réside pas dans leur capacité à prédire des événements avec une précision identifiable à l'avance. Elle réside dans leur capacité à donner du sens à des événements après qu'ils se sont produits, à révéler des structures et des logiques que le cours ordinaire des événements dissimule. En ce sens, lire Nostradamus en 2026 n'est pas un exercice de divination, c'est un exercice d'interprétation, une façon de prendre du recul sur le présent et de le regarder avec d'autres yeux. Et ce regard change quelque chose, parce qu'il rappelle que les périodes de grande turbulence ne sont pas des anomalies de l'histoire, ce sont des moments de gestation, que derrière le bruit des confrontations politiques, des crises économiques et des tensions géopolitiques, quelque chose est peut-être en train de se construire que nous ne pouvons pas encore voir clairement. Que les figures qui semblent les plus disruptives sont parfois celles qui, bon gré mal gré, accélèrent des transitions qui auraient de toute façon fini par se produire. Nostradamus n'était pas un prophète au sens religieux du terme. Il ne prétendait pas recevoir des révélations divines. Il se définissait lui-même comme un observateur, quelqu'un qui, à travers l'étude des astres, des cycles historiques et de la nature humaine, cherchait à identifier des patterns, des répétitions, des logiques profondes qui échappent à la plupart de ses contemporains. Et c'est peut-être là sa leçon la plus durable. Non pas le contenu précis de ses prédictions, mais la méthode qu'elles incarnent, celle de regarder le monde avec assez de recul pour voir ce que l'urgence du quotidien nous empêche habituellement de percevoir. En 2026, alors que le retour du lion semble se confirmer dans les faits, nous sommes invités à nous poser les questions que Nostradamus nous a peut-être laissées en héritage. Pas les questions du type « avait-il raison ou tort ?», mais des questions plus profondes. Quelle est la direction dans laquelle le monde bascule en ce moment? Quelles sont les forces qui s'affrontent derrière les événements visibles? Et surtout, quelle place occupons-nous, nous, les gens ordinaires, dans ce grand mouvement de l'histoire? Parce que c'est là que la prophétie, quelle que soit son origine, retrouve sa fonction première. Elle n'est pas là pour nous résigner à un destin inévitable, elle est là pour nous réveiller, pour nous obliger à regarder le monde avec une intensité que le confort de la routine nous enlève progressivement. Elle est là pour nous rappeler que les moments comme celui que nous vivons ne sont pas des parenthèses à attendre que ça passe, ce sont des carrefours où les décisions que nous prenons individuellement et collectivement ont une portée que nous ne mesurons pas toujours sur le moment. Nostradamus a écrit il y a presque 500 ans. Il n'avait aucun moyen de connaître les noms, les visages, les technologies ou les institutions de notre époque, mais il avait peut-être compris quelque chose d'essentiel sur la nature des crises humaines, sur la façon dont les sociétés se brisent et se reconstituent, sur les types de figures qui émergent au moment charnière de l'histoire. Et si ces textes continuent de fasciner des millions de personnes à travers le monde, c'est peut-être moins parce qu'ils prédisent l'avenir avec précision que parce qu'ils nous forcent à considérer que l'avenir n'est pas le simple prolongement du présent, qu'il peut réserver des ruptures, des retournements et des recompositions que notre confort intellectuel nous empêche d'anticiper. Le lion est revenu. Le monde tremble. Et quelque part dans les quatrains d'un médecin provençal du XVIe siècle, peut-être, se trouve la clé pour comprendre ce que tout cela signifie vraiment. Pas une réponse définitive, mais une invitation à regarder plus loin, plus profondément, avec plus de courage que l'ordinaire ne nous en demande. Nous arrivons à la fin de cette exploration. Si vous avez des questions, des réflexions, ou si vous souhaitez approfondir un aspect particulier de ce que nous avons abordé, laissez un commentaire. Nous lisons tout et nous répondons avec le plus grand plaisir. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.